Bonjour Jérôme, Salut Greg. je voudrais que tu te présentes pour commencer, donc ton nom complet, ton âge et puis ce que tu fais. Alors je m'appelle Jérôme Huon, donc j'ai 37 ans bientôt, 36 pour le moment. Je pratique la savate boxe française depuis que j'ai l'âge de 9 ans, donc ça doit faire dans les 27-28 ans. J'ai démarré la compétition, alors en parallèle je faisais de l'athlétisme et de la boxe française quand j'étais plus jeune au collège. Et puis j'ai commencé à me prendre un peu plus au jeu de la boxe française. J'ai commencé les compétitions, j'ai fait quelques résultats en cadet, j'étais champion de France cadet 2 fois. Ensuite, donc ça c'est de l'assaut, donc nous on a deux pratiques, on a l'assaut et le combat. En assaut c'est un travail technique, tu touches mais il n'y a pas de puissance. Donc quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé le combat, ça a aussi bien marché chez les espoirs, les juniors. J'ai été champion de France junior, champion d'Europe junior. Ensuite je suis passé chez les seniors, ça a bien marché aussi. Et j'étais vice-champion de France élite A en 2001. Ok. En parallèle de ça, je suivais des études universitaires en STAPS. Au départ je voulais être prof de PS, ensuite c'est un petit peu bifurqué. Et bon, j'ai fait mes dernières compétitions en 2004 et pour la dernière année en fait je me suis fait plaisir en assaut. Donc je suis revenu un petit peu au départ et j'ai été champion de France et champion du monde en 2004 en assaut. Donc voilà, comme je disais en parallèle de ça, je fais études universitaires, donc j'ai arrêté assez jeune la compétition parce que je voulais vraiment en faire mon métier. Donc j'ai passé le professorat de sport qui est un concours du ministère des Sports que j'ai réussi et j'ai tout de suite été attaché à la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées pour laquelle je travaille depuis une dizaine d'années et j'exerce des missions principalement d'entraîneur national. Et le plus gros de la mission, c'est la responsabilité, l'entraînement la co-responsabilité, parce qu'on est deux, et l'entraînement d'un pôle France, qui se situe pas très loin d'ici, à Châtenay-Malabry, au Creps. Donc tu t'occupes de l'équipe de France de boxe française. Une partie des athlètes qu'on suit sur le pôle sont des membres de l'équipe de France, mais pas tous. L'idée, c'est d'avoir des sportifs aussi qu'on forme ou qu'on finit de former pour les emmener jusqu'au très haut niveau, à savoir équipe de France, championnat d'Europe, championnat du monde. D'accord. Alors une question qui revient souvent pour les pratiquants de sport de combat d'arts martiaux, c'est pourquoi tu t'es mis à la boxe française quand tu avais 9 ans? Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Bah alors comme je te disais, je faisais athlétisme et boxe. Après la boxe, c'est vrai que j'étais assez hyperactif quand j'étais petit, assez bagarreur. Et il y avait une maison des jeunes, une maison de quartier pas très très loin de chez moi. Et mon père avait regardé le catalogue, il avait vu boxe française, il m'a dit tiens la boxe française, est-ce que ça te dirait? J'avais dit oui, mais c'était vraiment un hasard parce que l'activité était proposée pas loin de chez moi. Et donc j'ai fait 1 an dans cette maison de quartier qui était... bon, il y avait une séance par semaine, c'était vraiment très loisir. Et comme ça me plaisait, ensuite mon père m'a proposé de m'inscrire dans un club. Et donc je me suis inscrit dans un club à la Garenne-Colombe à l'époque. Parce qu'à Colombe, j'ai grandi à Colombe et à Colombe il n'y avait pas encore le club. Voilà. Et puis après j'ai mon prof Bernard à l'époque qui était l'entraîneur du club. Voilà, ça a très vite accroché. On s'entendait bien, il y avait des bons rapports. Donc voilà, je suis resté avec lui quasiment jusqu'à la fin. D'accord, donc en fait c'est un petit peu un hasard, une facilité d'avoir cette activité-là à côté de chez toi. Mais ensuite, qu'est-ce qui t'a plu dans la boxe française? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer ce sport? Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas tout le choix de sport pied-point qu'on peut avoir aujourd'hui. Quand j'avais cet âge-là, on n'entendait pas trop parler de boxe thaï, de kickboxing, encore moins de sport de combat libre. Donc moi je connaissais que ça. J'ai commencé à entendre parler de la boxe américaine, du kickboxing, quand j'étais déjà assez avancé dans la pratique et dans les compétitions. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça, quoi. C'était une époque où on n'avait pas tant de choix que ça. Et comme j'étais fan des Rocky et de Bruce Lee, et ben, j'ai fait la synthèse des deux, quoi, boxe, pied-point. Et je suis resté aussi très passionné d'arts martiaux, c'est-à-dire que je ne suis pas resté au niveau de la passion, je suis passionné bien sûr de mon sport, mais je suis aussi
passionné de façon générale de sport de combat et d'arts martiaux. Ouais, dans son ensemble. T'as pratiqué d'autres choses Alors malheureusement, pendant toute ma carrière entre guillemets sportive, ça demande tellement de temps, tellement d'investissement, jusqu'à 2 entraînements par jour, voire 3 des fois à certaines périodes de ma carrière. J'avais pas le temps, je voulais mais j'avais pas vraiment le temps. Donc bien sûr on tournait aussi en pied-point dans des clubs de kickboxing, mais voilà, moi je suis fan de Bruce Lee, les arts martiaux, le Jeet Kune Do, le Wing Chun, et à cette époque-là j'ai pas eu l'occasion de pratiquer. Ensuite quand je suis passé entraîneur, tous les soirs étaient aussi pris cette fois-ci par l'entraînement. Aujourd'hui des fois c'est le matin, l'après-midi, le soir, donc pas trop de temps, mais quand même le fait de ne plus être compétiteur, le fait de ne plus être sportif, j'ai réussi à me dégager un peu de temps. Et là, très récemment, je me suis un petit peu intéressé au jiu-jitsu brésilien, grappling. Et puis là récemment, depuis 2 ans, j'ai des cours privés de Wing Chun, et c'est une discipline que j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le fait de s'intéresser à d'autres disciplines, des fois, ça permet de réfléchir aussi sur sa propre pratique et de voir l'entraînement un peu différemment, notamment dans le Wing Chun, tout ce qui est concept mécanique, biomécanique. Voilà, c'est très intéressant. Ouais, c'est sûr qu'à partir du moment où je pense que c'est toujours enrichissant de voir comment fonctionne un autre système, comment il l'applique, et ça peut permettre de se poser des questions sur ce qu'on fait. Et du coup, c'est pas forcément qu'on va importer les techniques d'un autre style dans un autre, mais ça va donner des pistes de travail, des idées. Justement, je voulais rebondir sur ça. Donc toi, quelle est ton approche de l'entraînement, de l'enseignement? Je sais qu'on avait eu quelques échanges où tu essaies d'avoir vraiment... t'es quelqu'un qui réfléchit sur l'entraînement et la pratique. Donc est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton approche D'un point de vue général, je considère que l'entraînement sportif, et notamment le sport de haut niveau, on est un petit peu sur une frontière entre l'expérience, la science et l'art. L'expérience parce que on sait que le vécu d'un maximum de situations, de combats, d'assauts en tant que pratiquant, mais aussi en tant que coach, le système un peu essai, échec, réussite, ça nous nourrit et ça nous fait progresser. La science parce que à un moment donné, on est obligé quand même de faire des choses qui sont validées, qui rentrent dans une certaine logique et dans une certaine cohérence. Et cette cohérence, souvent on la trouve de la littérature, notamment dans la préparation physique par exemple, mais aussi sur la pédagogie. On a appris beaucoup en boxe française de l'EPS. Ouais. Donc voilà. Et l'art parce que l'entraîneur, pour moi, ça doit être un créatif. Il doit toujours être dans la recherche perpétuelle, dans la remise en question. Il doit toujours essayer d'inventer des nouvelles choses, quitte à prendre des risques et à inventer des choses qui ne marchent pas forcément à tous les coups. Mais en tout cas, pour moi personnellement, le jour où j'arrêterai d'être dans cette démarche, je pense que ça sera le moment pour moi de passer à autre chose et de plus entraîner. Ça permet de rester motivé et passionné par ce qu'on fait. Sinon, c'est vrai que ça devient vite répétitif si on n'est pas un petit peu à la recherche de l'amélioration et de l'optimisation de l'entraînement, des techniques et des approches qu'on peut avoir. Donc sur ça, on est sur la même longueur d'onde. Après, c'est vrai que pour ce qui est de ce que je connais de ma discipline, on était assez proche dans l'histoire de ce qu'on peut voir dans les arts martiaux un peu traditionnels, à savoir beaucoup de répétitions et de la répétition gestuelle, au-delà même de la technique. Moi, je vois beaucoup de répétitions gestuelles, par exemple dans des cours de karaté où on voit les pratiquants répéter pendant des heures, et peut-être même que la répétition va prendre plus de place que les combats, enfin que l'échange un petit peu qui se rapproche plus de la réalité, c'est-à-dire une opposition avec de l'incertitude. Et la boxe française, je crois qu'il y a une 50aine d'années, même peut-être un peu moins, ils étaient sur cette approche-là aussi. Ils répétaient beaucoup et on avait tendance à avoir des fois des cours où tu n'avais que des stéréotypes techniques qui se répétaient
Et à la fin du cours, tu passais ce qu'on appelle les assauts libres, c'est-à-dire que tu passais de situations qui étaient purement répétitives à d'un seul coup une situation où tout est ouvert et on a le droit de tout faire, enfin, dans les limites du règlement. Et donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. Et moi, parfois, je trouve ça un petit peu bizarre. Parce qu'on retrouve souvent ce schéma-là dans pas mal d'arts martiaux et de sports de combat. Et voilà, je pense que ensuite ce sport a été un petit peu nourri de ce qui se faisait au niveau de l'EPS. Ils ont été assez proches des milieux universitaires, tout ce qui est approche pédagogique, etc. Ils ont développé des gammes de situations, enfin des niveaux de situations différents au regard du degré d'incertitude qu'on va placer dans la situation. Ouais. Donc le premier niveau d'incertitude, c'est-à-dire zéro incertitude, c'est quand tout est défini, l'attaque, les défenses et la riposte, tout est défini, comme si c'était une chorégraphie. Ouais. Donc ça, c'est intéressant pour l'apprentissage, pour des fois la correction technique, quand il y a des problèmes techniques. Et puis même à haut niveau, c'est intéressant des fois de faire du stéréotype pour ancrer des automatismes qui vont peut-être bien fonctionner face à tel ou tel adversaire. Mais pour moi, c'est quand même insuffisant. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de replacer le pratiquant dans une situation où il va avoir 2-3 choix possibles, 2-3 attaques possibles par exemple à gérer. Et en fonction des 2 ou 3 attaques, il va avoir des réactions différentes et des ripostes différentes. Voilà. Et donc moi, je m'intéresse pas mal à ça et j'essaie de structurer un petit peu des gammes. Alors j'appelle pas ça des gammes techniques, mais plutôt des gammes tactiques. C'est-à-dire que j'essaie de travailler justement sur ces situations où on fait appel à ce qu'on connaît techniquement, mais dans un contexte d'incertitude. Ouais, mais je pense que sur ça, on est aussi d'accord. Bon, les répétitions, c'est l'acquisition du geste technique. On est obligé de passer par là. On ne peut pas se mettre trop rapidement sur un contexte, on va dire, avec une inconnue, parce que sinon, si le geste n'est pas bien acquis, ça ne va pas être le bon geste qui sort. Mais effectivement, il y a comme une sorte de manque entre voilà, de la répétition pure et du combat libre, où il devrait y avoir un palier, un ou plusieurs paliers entre les deux pour venir progressivement vers ça. Moi, je sais que j'ai en coaching sur de la boxe pied-point, j'ai quelqu'un qui vient des arts martiaux et qui a eu un peu une révélation, qui me disait que c'est vraiment ça qui lui manquait dans les arts martiaux. C'était des exercices codifiés, mais avec quand même une ou plusieurs inconnus, et que c'est ça qui l'aide vraiment à progresser. Et c'est vrai que c'est pas très fréquent dans les arts martiaux comme approche. Après, dans le Wing Chun, on a des choses qui peuvent se rapprocher, comme le Chi Sao, où on va partir du codifié vers moins codifié. Mais encore une fois, souvent, c'est plus régulièrement ou codifié ou directement libre, et il manque cette étape entre les deux. Donc je pense que c'est vraiment une approche intéressante et qui doit produire de bons résultats. Oui, après, je pense qu'on peut aussi arriver à des résultats, parce que avec le travail uniquement stéréotypé et de la répétition, mais je ne suis pas sûr que dans nos sociétés, les gens soient prêts à accorder des heures et des heures à répéter les mêmes gestes. C'était peut-être valable il y a 10, 15, 20 ans. Ouais. C'est peut-être encore valable par exemple pour des gamins en Chine. On les fait répéter. Moi j'ai entendu que, alors ça a dû changer récemment, mais quand j'étais à l'INSEP, on me disait que l'approche du tennis de table par exemple en Chine, donc les gens de la fédération de tennis de table, ils passaient dans les écoles et ils disaient voilà, bon, ils détectaient les gamins qui avaient potentiellement le niveau pour devenir un potentiel champion. Mais pendant les premières années, ils ne touchaient même pas la balle. C'est-à-dire qu'ils répétaient des gestes sans balle. Ouais. Et voilà, je crois qu'en France, si on faisait ce genre de choses, les gamins, on ne les garderait pas longtemps dans les clubs. Ouais, mais c'est sûr, moi, pas plus tard qu'hier soir en cours, je vois 2 élèves qui font plus rien. Et je leur dis, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, ça y est, on a fait 20 fois de chaque côté. Donc ça suffit, 20 fois quoi. Tu crois qu'un geste en 20 fois tu le maîtrises, et voilà, ça c'est un truc que je vois tout le temps, et c'est vrai qu'il n'y a pas, alors ça fait peut-être des fois un peu vieux con, mais voilà, il y a pas ce goût du travail qui pouvait, je trouve, y avoir aussi avant. Donc moi en tout cas j'étais pas comme ça. Mais c'est vrai que la répétition, pour moi, ça reste important. Il y a un coach de pied-point que j'aime bien, un Américain qui s'appelle Duke Rufus, et qui a un petit slogan qui dit « Drills make skills ». Donc c'est
bon, les drills, il y a des gens qui ne trouvent pas ça bien, mais c'est vrai que c'est des exercices répétitifs, mais en situation en général quand même. Et pour lui, bah, voilà, pour devenir, avoir un haut niveau, il faut faire des drills tout le temps. Alors justement, c'est vrai que ces drills, moi j'ai découvert ça. Je suis parti on a l'occasion normalement chaque année d'envoyer une délégation en Corée du Sud. Ouais. À Chunju, c'est une ville où chaque année il y a un festival des arts martiaux. Et donc j'ai eu la chance d'y aller 2 fois et c'est incroyable parce qu'on échange avec des gens de tous les pays et on échange avec des pratiquants de tous les arts martiaux et sports de combat. Ouais. Et j'ai découvert les drills en échangeant avec des Philippins qui pratiquaient alors l'arnis, je crois que c'est proche du Kali Eskrima. Ouais. Et en fait ça m'a fait réfléchir justement parce que nous, on n'appelle pas ça des drills, mais nos situations stéréotypées, nos répétitions techniques, en fait on va faire par exemple attaque-riposte et on va changer 3 fois toutes les 3 répétitions, on va changer l'attaquant et le défenseur. Ou alors on va faire une reprise entière où il y a l'attaquant qui reste le même et le défenseur qui reste le même. Et en fait l'idée, ce que j'ai pu comprendre dans les drills, c'est que c'est des boucles qui se répètent à haute fréquence. Et ça veut dire qu'en moins de temps, on peut répéter plus de fois. Et en plus, il y a une espèce de fluidité qui procure des sensations différentes. Et moi, j'essaie d'intégrer ça justement, surtout en début de saison, sur la partie un peu structurante de la programmation. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai encore plus trouvé ça intéressant quand je me suis mis à filmer les drills. Ouais. Parce qu'en fait, le fait que ça soit à haute fréquence, ça permet de mieux repérer les défauts. C'est-à-dire qu'un défaut qui va apparaître toutes les 7 ou 8 secondes, si tu changes, ou même toutes les 20 secondes si tu changes 3 fois toutes les 3 répétitions, sur un drill, tu vas le voir tout le temps revenir. Et donc le défaut, tu zoomes tout de suite dessus. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Ah, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et je pense que c'est vraiment intéressant. J'ai eu des débats parfois sur internet voilà, avec des gens qui trouvaient que les drills c'était trop stéréotypé, mais je pense que c'est quand même un excellent moyen de mettre en place des automatismes. Alors je voulais terminer avec une dernière question. Donc tu as commencé à 9 ans, tu as 37 ans aujourd'hui, c'est ça? Si tu pouvais faire un petit voyage dans le temps et aller parler au petit Jérôme de 9 ans qui commence la boxe française, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour la suite? C'est une question qui n'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais ça te permet de voir qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as pu faire comme erreur dans ton parcours et qu'est-ce qui aujourd'hui, rétrospectivement, te semble le plus important ou mettre ses priorités. J'irais peut-être pas parler au petit Jérôme de 9 ans parce que bon... il est loin quand même, je m'en souviens plus trop. Mais par contre, je sais que j'ai fait des erreurs et ces erreurs que j'ai commises en tant qu'athlète, elles me nourrissent aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Notamment tout ce qui est lié, alors pas forcément au surentraînement, parce que le surentraînement, on sait que c'est quand même quelque chose de très particulier et que c'est en vérité très rare. Mais la surcharge et le fait de vouloir trop en faire. Comme je disais tout à l'heure, moi ça m'arrivait à l'époque que j'étais à l'INSEP, mais je voulais garder contact avec mon club. J'avais mon programme comme j'étais en licence STAPS, je m'intéressais à la préparation physique, au programme d'entraînement, etc., la méthodologie de l'entraînement. Je me faisais mon programme de préparation physique le matin, qui n'était pas forcément bien articulé avec ce qui se faisait au niveau du pôle à l'INSEP à l'époque, et non plus avec ce qui se faisait dans mon club. Ouais. Donc je faisais mon truc tout seul. Ensuite, j'allais à l'entraînement du pôle et puis après, je prenais mon sac, je prenais les transports et j'allais jusqu'à mon club pour faire une 3e séance. Ça m'arrivait plusieurs fois par semaine. J'ai envie de dire, le gros souci que j'ai eu, c'est de ne pas me blesser. Je dis que c'est un souci parce qu'à un moment donné, je pense que si j'avais pu avoir une blessure ou quelque chose qui me permette d'avoir une alerte, un signal, j'aurais peut-être remis en question ma façon de faire. Et j'avais des entraîneurs sur lesquels m'appuyer, mais ils ont, je pense, pas su me canaliser et à un moment donné me dire stop. Soit tu me suis et tu fais ce que je te dis, ou soit tu fais tout seul. Ouais. Et j'aurais peut-être eu besoin de ça, ou alors d'une blessure, parce que en fait, ça à 2-3 reprises dans mon parcours sur des grosses échéances, où en plus j'étais, d'après les gens, favori. Et la pression plus la surcharge d'entraînement, ça a disjoncté au niveau psycho. J'étais pas blessé, mais ça a fait le même effet, mais au niveau du mental.
Donc si je pouvais revenir à cette époque-là, j'essaierais plutôt de faire confiance, de faire plus confiance aux personnes qui m'encadrent et d'en faire moins surtout et d'être plus dans la qualité que dans la quantité. S'entraîner intelligemment, voilà, qualité versus quantité. C'est l'erreur qu'on voit très souvent aussi, hein, la quantité, vouloir en faire, se dire que plus c'est toujours mieux, mais parfois moins c'est mieux en fait. Mais en même temps, c'est peut-être ce qui fait aussi aujourd'hui de moi peut-être un entraîneur, je dis pas bon, mais sans doute meilleur que si j'avais pas vécu ce type de situation. Donc pas de regret. On fait des erreurs mais sans regret. Ouais, du moment que tu arrives à en retirer une leçon. Bon bah écoute, merci pour ce petit entretien, c'était super sympa. Et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup.